Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs, un journal que vous retrouvez sur ce site de Vue d'ailleurs avec toutes les rubriques, que ce soit la santé, l'international, la politique, l'économie, le social, l'espace. Il y a des articles sur différents sujets. Dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles qui portent sur des thématiques variées, mais soulignent de manière distincte les tendances à l'œuvre sur la scène internationale. Rubrique internationale, on parle du conflit de géographie post-Brexit et notamment de l'Irlande du Nord. Est-ce qu'il s'agit d'une petite erreur de géographie qui se serait glissée dans les négociations du G7 alors que le président français discutait avec le Premier ministre britannique? Eh bien, Emmanuel Macron aurait soutenu que l'Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni. C'est vrai que la Grande-Bretagne est sortie du Brexit et même si elle ne regroupe que la grande île britannique avec l'Angleterre, le pays de Galles ou l'Écosse, eh bien c'est là qu'il y a peut-être une divergence entre Londres et Bruxelles sur les interprétations de l'accord du Brexit et notamment dans le domaine de la pêche. Eh bien certains contrôles depuis la dernière étape du Brexit ont été rajoutés entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, bien que ce soit le même État. Mais concrètement sur le terrain, ça veut dire qu'il y a des magasins en Irlande du Nord qui sont vides. Les produits frais ont du mal à arriver parce que les contrôles ont été durcis à cette frontière. Ceci, en fait, provoque la colère de beaucoup d'unionistes nord-irlandais qui voient là un risque que leur province s'éloigne de la gouvernance britannique. Et lorsque Boris Johnson a dit c'est comme si on empêchait les saucisses de Toulouse d'aller jusqu'à Paris, et le chef de l'État français a répondu non, c'est le même territoire, sous-entendant qu'on parlait de deux pays différents entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Et bien donc ça a permis de presque faire friser, d'aller très proche d'un incident britannique. Et Boris Johnson, lors du G7 à Cornouailles qui vient de se tenir, s'est beaucoup irrité. Donc voilà comment les Irlandais du Nord sont un petit peu irrités en ce moment. C'est en janvier 2013 que la France a débuté son intervention militaire au Mali à la demande du président malien par intérim, Dioncounda Traoré, alors qu'une offensive djihadiste menaçait la capitale Bamako. Et il s'agissait principalement d'un appui aérien. On a appelé cela le début de l'opération Serval et les militaires français ont mené des dizaines de frappes aériennes, libérant en quelques semaines les principales villes du nord du Mali. Mais la menace islamiste est loin d'être éradiquée au Sahel. En 2014, l'opération a pris plus d'importance avec une coopération avec les pays de la bande sahélo-saharienne. L'opération Serval qui s'appelle désormais l'opération Barkhane, avec une collaboration dans le cadre de l'ONU. Eh bien, ce sont 5100 soldats français qui sont engagés dans l'opération Barkhane. Base principale à Gao, dans le nord. Depuis 8 ans, 128 opérations ont été menées et ils complètent les troupes des 15 000 membres de la MINUSMA. C'est la mission de l'ONU et des 8 000 militaires maliens. Bilan de cette intervention française au Mali, 51 soldats tués et évidemment beaucoup d'actions menées, mais des chiffres qui poussent Paris à considérer un retrait prochain des troupes. La situation politique au Mali se désagrège. Il y a 2 semaines, un coup de force des militaires maliens a accéléré les choses et a amené les djihadistes un peu plus proches du pouvoir de cet État d'Afrique subsaharienne. Les Français n'ont pas envie d'aider le Mali si les djihadistes sont au pouvoir. Dans un instant, on passe à l'actualité culturelle.
bientôt le French Orient Express. Ça fait rêver. Un grand projet pour les trains européens. Midnight Train ou une compagnie de trains de luxe pour parcourir l'Europe comme du temps de l'Orient Express ou des voyages de l'impératrice Sissi. Avec dans ces trains des cabines comme des cocons à privatiser avec une literie de qualité supérieure comme des hôtels 5 étoiles, des équipements high-tech pour ne pas s'ennuyer pendant le trajet, des plats gastronomiques et un bar à cocktails pour parfaire l'expérience. Eh bien, c'est ce tout qui pourrait arriver dans un mode de transport respectueux de l'environnement, avec un trajet de nuit conçu avec un embarquement le soir à Paris, un lever le matin à Milan, ce qui devrait permettre aux Européens de se réconcilier avec la mobilité intra-européenne et les voyages sans succomber aux appels de l'aviation low cost qui nous demande de toujours réduire les bagages. Eh bien, la demande des voyageurs est réelle. Les premières nuits à bord devraient être possibles dès 2023. Ce projet, Midnight Trains, lancé par un jeune entrepreneur, se présente comme la première start-up du ferroviaire. Et bien, si ceci se concrétise, le train pourrait prendre un petit peu d'avance. Dans un instant, on passe à l'interview avec un grand professeur de l'ESCP, économiste à l'OFCE, Jérôme Kriel. Restez avec nous. Bonjour à tous, vous avez l'impression qu'on a énormément parlé de santé à cause bien sûr de cette crise sanitaire qui nous complique la vie depuis plus d'un an maintenant, mais comment poser le problème en termes économiques, comment regarder l'avenir et faire évoluer les systèmes de santé? On en parle avec Jérôme Kriel qui est notamment professeur associé d'économie à l'ESCP mais également économiste directeur des études à l'OFCE. Jérôme Kriel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Vous avez publié une étude extrêmement intéressante à la bonne santé de tous les Européens. Ça s'appelle « Pour une agence de santé européenne unique ». Et c'est ce qui m'intéressait parce qu'on a vu qu'après la crise du Covid, bien évidemment, le sujet de la santé a été mis au cœur des préoccupations, des débats de politique publique. Est-ce que le terreau est favorable déjà pour faire évoluer les choses? On s'est rendu compte que d'un pays à l'autre, et notamment en Europe, la gestion de la crise n'a pas été gérée de manière aussi efficace. Est-ce qu'effectivement, les esprits sont prêts pour essayer d'améliorer les choses? Alors, en réalité, cette étude, on y a réfléchi il y a à peu près un an avec Francesco Saraceno et Jérôme Wiedwer, avec l'idée suivante. Les Européens, en pleine crise de Covid, étaient en train de tenter de se coordonner pour faire face à la crise de façon sanitaire et principalement de manière économique et financière. Et on entendait parler de milliards qui allaient être consacrés à la gestion de la crise, et on entendait rarement parler de ce à quoi les milliards d'euros seraient consacrés. Et notamment, il n'y avait pas d'idée de plan européen consacré ou bien à des grands projets pan-européens qui pouvaient être liés à la mobilité, au train, ou tout simplement à la santé. Et du coup, on s'est un petit peu renseigné, on a constaté qu'il y avait des agences européennes de santé. Il y en a une qui va autoriser la commercialisation des médicaments, et puis il y a une agence qui va contrôler et tenter de prévenir les épidémies. Mais ces agences, d'abord, elles sont deux. Elles sont évidemment en difficulté à se coordonner. Et ensuite, on se rend bien compte que l'Europe est supposée poursuivre un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels celui de la convergence. Et quand on regarde un petit peu les données d'accès à la santé, on constate assez vite qu'on n'a pas tous le même accès à la santé. Donc, on a fait cette constatation pendant une crise grave, mais avec l'idée qu'il y avait sans doute un problème structurel de plus long terme à gérer, d'où notre idée d'avoir juste une agence dotée un peu mieux que les deux agences préexistantes. Alors, sauf erreur de ma part, la santé ne fait pas partie des prérogatives exclusives de l'Union européenne au départ. Ça reste une prérogative nationale. Et vous dites, on a fait beaucoup l'Europe. Ou dites-moi si je tire un petit peu le trait par la finance, l'économie. Il est temps de la faire par la santé, c'est ça ?
Oui, c'est un petit peu ça. Et puis, ça n'est pas parce que la santé est une prérogative des États que les traités ne permettent pas à l'Union européenne de s'en emparer, pourvu qu'il y ait derrière une politique de santé européenne des effets de débordement favorables aux uns et aux autres. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une politique de formation européenne, formation complémentaire des personnels soignants qui pourraient partir d'un pays pour aller dans un autre pays pour y apprendre de nouvelles techniques ou pour y enseigner de nouvelles techniques. Il ne s'agit pas d'aider de manière unilatérale, mais d'aider de manière multilatérale, ce qui permettrait d'avoir finalement un pont avec la politique de recherche européenne, qui est très bien dotée au niveau de l'Union européenne, qui est la politique de recherche, c'est une prérogative des États, mais elle est partagée avec l'Union européenne. Mais la formation complémentaire, elle n'est pas partagée, en tout cas pas suffisamment. Et la crise qu'on a traversée a bien montré qu'on avait des problèmes de moyens, pas simplement des problèmes d'approvisionnement en matériel, en médicaments, mais aussi des problèmes de moyens humains lorsque il y a congestion dans les services de réanimation et qu'il est extrêmement difficile dans un pays, dans une région, de bénéficier d'un apport spécifique d'autres spécialités médicales. Et ce qu'on a constaté par ailleurs, c'est que s'il y a des politiques de santé et de formation pour les médecins, qui vont aller d'un pays à un autre avec des accords qui sont plutôt bilatéraux plutôt que multilatéraux, il y a beaucoup moins de choses, sinon rien, qui est fait pour les infirmiers et les infirmières, pour les aides-soignantes et les aides-soignants. Or, en réanimation par exemple, c'est tellement technique qu'il faut avoir des capacités tout à fait spécifiques à tous les niveaux d'intervention médicale et paramédicale. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, voilà, l'Union européenne, cette grosse entité, ces 450 millions d'habitants, c'est le bon étage pour disposer d'une bonne politique de santé, d'un meilleur accès aux soins entre les différents États membres, sachant par ailleurs que par temps normal, en temps de non-Covid, on peut l'espérer, eh bien, on n'a pas les mêmes maladies au même moment, les mêmes épidémies au même moment, et on pourrait imaginer avoir un peu plus de mobilité des personnels. Ça fait partie des objectifs de l'Union européenne également. Un point également, les moyens financiers. J'ai lu dans votre étude que l'investissement public dans les infrastructures de santé et de soins de longue durée dans l'Union européenne à 28 s'est élevé à 75 milliards d'euros en 2015. Approximativement. Si j'ai bien compris, vous appelez à plus d'investissement encore. Bien sûr, on a vu que les hôpitaux notamment étaient débordés, ça manquait de moyens, en personnel aussi. Et en même temps, quand on regarde les montants comme ça a l'air beaucoup. Est-ce que c'est juste en rajoutant des montants qu'on va obtenir enfin un système de santé optimal ? Alors, je pense que la question des montants financiers est effectivement importante. Ce que nous, on propose, c'est 20 milliards d'euros par an pour ce budget de l'Agence européenne de santé unique. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est trop ? Peut-être. Est-ce que ça n'est pas assez ? Peut-être. Sur ce point, je ne serai pas catégorique. Ce que je peux juste dire, c'est que nos agences de santé préexistantes en Europe, l'agence d'autorisation du médicament, l'agence de prévention des maladies au plan européen, ont un budget de 400 millions d'euros par an. L'équivalent aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, il y a des budgets par État pour la santé et que les Américains sont moins nombreux que les Européens. L'équivalent donc aux États-Unis, c'est 7 milliards d'euros par an. D'accord ? Donc on est déjà dans des ordres de grandeur qui sont particulièrement différents. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on constate aussi que le budget consacré par l'État fédéral aux questions de santé a décru au cours du temps et que l'Académie des sciences des États-Unis d'Amérique a proposé que les États-Unis, par leur budget fédéral, consacrent l'équivalent de 20 milliards d'euros par an à leurs agences. Et donc c'est un petit peu le benchmark qu'on s'est donné en disant voilà, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui devrait fonctionner aux États-Unis pourrait être adapté à l'Europe. La difficulté qu'on rencontre avec Francesco et Jérôme, c'est que évidemment dans un pays comme la France ou en Allemagne, on a déjà un budget de santé qui est assez conséquent. Et que on voit bien qu'avec notre proposition, ça pourrait vouloir prendre ici pour donner là. Ce que l'on pense, c'est qu'avec cette proposition qu'on a de missions complémentaires
attribués à l'Agence européenne de santé unique, eh bien, il faudrait des moyens complémentaires. Ces moyens complémentaires doivent-ils être de 7 milliards d'euros sur 7 ans, comme l'a proposé la Commission européenne? On pense que c'est quand même relativement peu, 7 milliards d'euros sur 7 ans. Est-ce que 20 milliards d'euros par an, c'est beaucoup? Certes, c'est une somme, mais il y a un enjeu derrière. Il y a un double enjeu. Un enjeu d'abord d'accès aux soins pour tous les Européens, afin de disposer aussi d'une vision commune. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est tous dans l'Union européenne? On se pose régulièrement tous cette question. Mais on se pose cette question, et on se la posera certainement moins, si on a des projets communs. Le fait d'accéder de manière égalitaire aux soins dans toute l'Europe, je pense que c'est un projet qui en vaut la peine. Il sera coûteux. Combien il coûte, ça, j'ai pas encore été jusqu'au bout. Et puis, ça permettrait d'aboutir à une forme de convergence des pays les moins riches vers les pays les plus riches et de faire une Union européenne plus riche, finalement, et plus heureuse. Et en bonne santé. Pour conclure, brièvement, si c'est possible, une réponse courte, ça va garantir, selon vous, ça pourrait garantir une agence européenne un approvisionnement des produits de santé stratégiques, un accès à l'innovation privilégié? Ça aiderait doublement. D'une part, ça permettrait, avec un acteur unique, d'être en situation de force face à un faible nombre d'industriels. Les industriels susceptibles de nous approvisionner ne sont pas nombreux. Avoir un acteur unique face à eux, c'est un moyen d'avoir plus de pouvoir. Ça limite aussi quelques conflits d'intérêts nationaux. Un État national européen va avoir tendance à privilégier l'industrie nationale au détriment des autres industries, même si elles sont européennes. Avec un acteur unique, on va dans le bon sens. Et puis, il y a quand même cette volonté, depuis la crise au moins, de relocaliser industriellement. Et donc là, avec une agence unique dotée, qui est capable de payer éventuellement ses approvisionnements un peu plus cher, on pourrait peut-être avoir une meilleure relocalisation de nos approvisionnements en biens essentiels de santé. Merci infiniment Jérôme Creel, merci. C'est le moment ou jamais d'analyser et de se poser des questions sur le système de santé, effectivement, à la lumière de cette pandémie qui ne finit pas tout à fait, mais on tient le bon bout. Merci Jérôme. Nous étions avec cet économiste de l'OFCE, directeur des études, également professeur à l'ESCP. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.